Il y a deux façons de perdre sa vie à Monte-Carlo. La première est de sauter du haut de la corniche quand la roulette a dévoré votre dernier centime et que les usuriers frappent à la porte de votre suite. La seconde est de résoudre le meurtre parfait au mauvais moment. Principauté de Monaco. Juillet 1955. Victoria Vane roule à tombeau ouvert sur la route vertigineuse de la Grande Corniche. Ses mains, gantées de cuir noir, serrent le volant en ronce de noyer d'une Aston Martin décapotable. L'air nocturne est chargé de l'odeur des pins parasols, du sel de la Méditerranée et de la poudre à canon. À sa gauche, le passager recharge calmement son arme pendant que des balles pulvérisent leur pare-brise dans un fracas de verre brisé. Victor Croft. L'homme qu'elle a passé la soirée à traquer. L'homme qui vient, ironiquement, de lui sauver la vie. Encore. Mais pour comprendre comment la meilleure espionne de Sa Majesté s'est retrouvée dans cette course suicidaire, en compagnie de son ennemi le plus intime, il faut remonter 2 heures plus tôt. Dans le salon le plus privé et le plus sanglant du casino de Monte-Carlo. Le casino de Monte-Carlo n'est pas un simple bâtiment. C'est un temple dédié à la cupidité humaine, érigé sur un rocher surplombant la mer. Sous les immenses lustres en cristal de Bohême, les rois déchus d'Europe côtoient les magnats du pétrole américain. On y vient pour brûler des fortunes avec la même élégance et la même désinvolture qu'on allume un cigare hors de prix. Victoria Vane traversa l'atrium d'un pas félin. Elle portait une robe de cocktail en crêpe de soie rouge carmin, fendue haut sur la cuisse, épousant chaque courbe de son corps avec une précision meurtrière. À son cou, un simple ruban de velours noir. Elle n'était pas là pour le frisson du hasard. Sa mission, classée ultra secrète par le MI6, s'appelait l'Opération Zénith. La cible, Julian Vasseur. Un ancien ingénieur du programme nucléaire français, devenu vendeur d'armes indépendant après avoir été radié pour corruption. Vasseur avait mis au point un détonateur miniature. Un cylindre d'acier et d'or pur, indétectable par les compteurs Geiger. Une merveille de technologie capable de déclencher l'apocalypse depuis une simple valise diplomatique. La rumeur, captée par les services de renseignement à Berlin, voulait qu'il le vende ce soir. Aux enchères, au plus offrant. Victoria glissa sa main dans sa pochette, en satin. Ses doigts effleurèrent un objet froid et lisse. Un jeton de casino en nacre de 100 000 francs. Le jeton que Victor Croft avait glissé dans sa poche, à l'aube, après l'avoir trahi et épargné à Venise, 6 mois plus tôt. Elle savait qu'il serait là. Les prédateurs de son envergure sentent toujours l'odeur du sang frais et des contrats mirobolants. Elle repéra Vasseur à la table de roulette numéro 4. C'était un homme petit, bedonnant, transpirant à grosses gouttes malgré la climatisation glaciale de la salle. Son visage était rougeau et il réajustait sans cesse ses lunettes à monture d'écailles sur son nez luisant. Devant lui, une montagne de plaques rectangulaires s'amenuisait à chaque tour de cylindre. Vasseur ne jouait pas pour gagner. Il jouait pour calmer ses nerfs en attendant l'heure de la transaction. Victoria s'approcha de la table, étudiant les autres joueurs avec l'œil clinique d'un sniper évaluant le vent. À la droite de Vasseur, un homme attirait l'attention par son immobilité terrifiante. Grand, d'une blondeur presque albinos, avec des yeux gris et froids comme la mer du Nord, en plein hiver. Il portait un costume croisé gris-fer, impeccablement coupé, boutonné jusqu'en haut, malgré l'ambiance mondaine. Victoria reconnut immédiatement son profil.
Klaus Richter. L'exécuteur en chef de la Stasi, l'Allemagne de l'Est, était donc sur le coup. De l'autre côté de la table, une femme d'une 60aine d'années attirait tous les regards. Madame de Fleury. Une riche veuve parisienne, soupçonnée depuis des années de servir d'intermédiaire pour les services de renseignement soviétiques. Elle manipulait un éventail en plumes d'autruche, ses bras couverts par de longs gants de soie blanche qui remontaient jusqu'à ses coudes. 22, noir, perd et manque, annonça le croupier d'une voix monocorde, ramassant les jetons avec son râteau de bois. Vasseur poussa un petit gémissement pitoyable et s'essuya le front avec un mouchoir froissé. Richter, lui, ne scia pas. Il ramassa ses gains avec la précision mécanique d'un automate. Victoria acheta une mise. Elle s'avança et posa son jeton de nacre sur le chiffre 7 rouge. « Une mise audacieuse, mademoiselle », murmura une voix dans son dos. Victoria n'eut pas besoin de se retourner. Une décharge électrique remonta le long de sa colonne vertébrale. L'odeur de santal, de tabac blond et d'une pointe d'eau de Cologne coûteuse. Et cette voix, ce baryton chaud, velouté, chargé d'une ironie mordante. Victor Croft venait d'entrer dans l'arène. Victor se glissa à côté d'elle, s'appuyant nonchalamment contre le rebord en acajou de la table. Il portait un smoking blanc immaculé qui contrastait violemment avec son teint hâlé et l'obscurité de ses intentions. Il dégageait une aura de danger si palpable que deux riches héritiers s'écartèrent instinctivement pour lui faire de la place. « Je vois que vous avez trouvé l'usage de mon petit cadeau de Venise, Helena », dit-il en désignant le jeton de 100 000 francs posé sur le tapis vert. « Je l'utilise pour financer votre pierre tombale, Croft, » répondit Victoria, le visage de marbre, les yeux fixés sur la bille d'ivoire, qui commençait sa course folle. Il eut un petit rire étouffé. « Vous êtes ravissante en rouge. Ça vous donne un air dangereusement explosif. Et vous êtes toujours aussi bavard pour un homme dont l'espérance de vie ne dépasse pas la fin de la soirée. » Leur échange, bien que chuchoté au milieu du brouhaha, crépitait de tension. C'était une parade nuptiale entre deux prédateurs où chaque mot était une lame aiguisée. Victor se pencha. Son épaule effleura celle de l'espionne. La chaleur de son corps traversa la soie fine de la robe de Victoria. Son ton changea radicalement. Fini la séduction. Place à la froideur du métier. « Richter et la baronne soviétique sont là », murmura-t-il, ses lèvres frôlant presque l'oreille de Victoria. « Vasseur a réservé le salon privé numéro 7 pour minuit. La vente s'y fera à huis clos. » « Pour qui travailles-tu cette fois, Victor ? La CIA, le Mossad, un riche émirat » souffla Victoria, sans le regarder. « Pour ma propre retraite au soleil, chérie », mentit-il avec un aplomb fascinant. La bille tomba avec un cliquetis sec. « Cette rouge, impair et manque », annonça le croupier. Victoria venait de gagner. 35 fois sa mise. Elle ramassa ses plaques sous le regard éberlué de Vasseur. « La chance sourit aux audacieux », dit-elle d'une voix claire, en regardant directement l'ingénieur français dans les yeux. « Vous devriez essayer, monsieur Vasseur. Parfois, s'entourer des bonnes personnes est le seul moyen de survivre à une partie dangereuse. » Le message codé était passé. Londres était là pour acheter et surtout pour le protéger. Vasseur déglutit péniblement. Il jeta un regard terrifié à Richter, puis à Madame de Fleury. Il se leva d'un bond, sa chaise raclant lourdement le sol. « Je dois me retirer, »
bafouilla-t-il en serrant contre lui une sacoche en cuir noir. « J'attends ceux qui sont intéressés. Au salon 7. » Il quitta la table précipitamment, se dirigeant vers les escaliers de velours menant aux alcôves privées. Richter se leva lentement, ajustant sa veste. Madame de Fleury le suivit, son éventail battant l'air d'un rythme nerveux. « La partie de chasse commence, » murmura Victor. « On fait équipe, Helena. Tu gères les Allemands de l'Est, je m'occupe de la vieille dame. » Dans tes rêves, Croft, si tu t'approches de cette porte avant moi, je te brise les 2 rotules. Elle lui tourna le dos et s'éloigna. Victor la regarda partir, un sourire d'admiration pure étirant ses lèvres. Minuit 10. Victoria longea le couloir désert du premier étage. La moquette épaisse étouffait le bruit de ses talons. Devant la lourde porte en chêne massif du salon numéro 7, 2 colosses en costume noir gisaient au sol, inconscients, la nuque brisée nette. Le travail de Richter, ou de Victor. L'un des 2 prédateurs était passé à l'action. Victoria sortit son Walther PPK de la fente de sa robe. Elle enleva le cran de sûreté dans un petit clic sec. Elle posa la main sur la poignée de laiton. Elle était verrouillée de l'intérieur. Elle n'hésita pas. Elle recula d'un pas et d'un coup de pied magistral fit sauter la serrure. La porte s'ouvrit à la volée. L'opération Zénith venait de virer au cauchemar. Le salon privé était une pièce sans fenêtre, éclairée par des appliques tamisées. Au centre, affalé face contre terre sur la table de baccarat, se trouvait Julian Vasseur. Mort. Le visage cyanosé, les lèvres bleues, les yeux exorbités fixant le néant. Un arrêt cardiaque foudroyant, provoqué par un poison indétectable. Sa sacoche en cuir noir était grande ouverte sur le tapis vert. Le détonateur, l'arme capable de raser une ville entière, avait disparu. Et dans ce huis clos étouffant, 3 personnes fixaient le cadavre. 3 acheteurs potentiels, 3 menteurs. Victoria referma la porte brisée derrière elle, se positionnant de manière à bloquer l'unique sortie. Elle braqua son arme sur le groupe. « Personne ne bouge », annonça-t-elle, la voix glaciale, coupant l'air comme un rasoir. La sécurité monégasque a entendu la porte sauter. Ils seront là dans moins de 3 minutes. Celui qui a le détonateur me le donne et je le laisse fuir par l'escalier de service. Sinon, je vous livre tous à la police locale et vous finirez dans les geôles du prince. Le silence qui suivit fut lourd, pesant. Personne ne fit un geste. « Vous croyez m'impressionner, mademoiselle ?» grogna Klaus Richter, l'Allemand. Il lissa son costume croisé, le visage impassible. « Je n'ai pas bougé de ce fauteuil depuis que je suis entré. » Vasseur buvait son whisky, il a soudainement commencé à s'étouffer et il est tombé. Je suis un tireur d'élite, pas un apothicaire. Le poison est l'arme des lâches et des femmes. Regardez dans son verre. Madame de Fleury s'offusqua, ses mains tremblant légèrement. C'est une horreur. Vasseur transpirait à grosses gouttes. Il avait terriblement chaud, le pauvre homme. Je me suis approché pour lui tendre mon éventail afin qu'il se rafraîchisse, puis il a poussé un râle et s'est effondré sur la table. Fouillez mon sac si vous voulez, je vous assure que je n'ai rien pris. Et enfin, le 3e suspect. Le seul homme dans la pièce qui souriait au milieu d'une scène de crime. Victor Croft. Il était adossé à la luxueuse cheminée de marbre éteinte, allumant nonchalamment une cigarette avec son briquet en argent massif. « Ne pointe pas cette arme sur moi, Helena, » dit-il, expirant un mince filet de fumée bleue. « Je viens d'arriver, littéralement 30 secondes avant toi. J'ai trouvé la porte ouverte, je suis entré et j'admirais la scène.
Je n'ai même pas touché ce pauvre diable. 3 suspects. Un cadavre. Un objet volé. Et moins de 3 minutes avant l'arrivée des gardes. Victoria fit un pas en avant, ses yeux d'émeraude scannant la scène de crime à la manière d'un détective méticuleux. Son cerveau d'espionne analysait chaque détail à une vitesse vertigineuse. Le verre de whisky de Vasseur était à moitié vide. Sur le tapis vert, l'éventail en plumes d'autruche de Madame de Fleury était abandonné près de la main du mort. Et sur le front blême du cadavre, de fines gouttelettes de sueur témoignaient effectivement de sa panique avant la mort. Richter affichait l'arrogance d'un homme innocent du meurtre, bien qu'il ait sûrement prévu de le commettre plus tard. Madame de Fleury frottait nerveusement ses longs gants de soie blanche. Victor recrachait un autre nuage de fumée, observant Victoria avec une fascination amusée, attendant de voir comment elle allait résoudre l'équation. « Le poison est un art complexe », murmura Victoria, tournant autour de la table sans jamais baisser son arme. « Il faut s'assurer que seule la cible le touche. Il faut contrôler l'environnement. » Elle regarda le verre. Ce n'était pas dans le whisky. Vasseur servait lui-même ses verres à partir de la carafe pour éviter qu'on ne l'empoisonne. S'il y avait eu du poison, n'importe qui aurait pu en boire. Soudain, Victoria remarqua l'incohérence. Quelque chose qui clochait dans la déclaration formelle de l'un des suspects. Une erreur fatale. « Et vous ? Avez-vous remarqué le mensonge ? Regardez bien la scène de crime. L'attitude des 3 suspects. Les objets sur la table. Qui a tué Vasseur et volé le détonateur ? Le temps presse. On entend déjà les pas lourds de la sécurité résonner dans les escaliers. « C'est vous, Madame de Fleury !» trancha soudain Victoria, braquant le canon de son Walter PPK directement sur le visage poudré de la mondaine. La femme sursauta, blêmissant sous son maquillage. « C'est absurde. Je vous ai dit que je ne l'ai pas touché. J'ai juste voulu l'aider. » « Exactement, » répondit l'espionne, la voix tranchante comme de l'acier. « Vous avez dit que Vasseur transpirait, qu'il avait atrocement chaud, et vous lui avez gentiment prêté votre éventail pour qu'il se rafraîchisse. » Victoria pointa du doigt l'objet posé sur la table. Mais ce salon est fortement climatisé pour conserver les boiseries. Il y fait un froid de canard. Richter a gardé sa lourde veste croisée fermée. Victor fume près de la cheminée pour se réchauffer. Si Vasseur transpirait à grosses gouttes, ce n'était pas à cause de la chaleur. C'est parce qu'il était déjà en train de mourir des effets d'un poison cardiovasculaire, avant même de prendre votre éventail. Madame de Fleury recula d'un pas, heurtant le mur. « Vous avez menti sur la chronologie des événements, » continua Victoria, implacable. « Vous n'avez pas prêté cet éventail pour le rafraîchir. Le poison était badigeonné sur la monture en nacre de cet éventail. Vous le lui avez tendu sous un prétexte fallacieux. Vasseur l'a saisi et a absorbé la toxine mortelle par les pores de sa peau. » Le regard émeraude de Victoria se posa sur les bras de la veuve. « Et vous ? Vous portez des gants de soie blanche ininterrompus toute la soirée, pour vous protéger de votre propre arme mortelle. » Démasquée, acculée, Madame de Fleury n'était plus une vieille dame fragile. Son visage se tordit dans une grimace de pure haine. Dans un mouvement fulgurant, elle plongea la main dans son sac à main pour dégainer un petit revolver Derringer caché. Mais dans ce monde, l'hésitation se paie en sang. Richter, l'Allemand, comprenant brusquement qu'elle cachait le détonateur volé, dégaina un Luger avec une rapidité phénoménale. Il tira le premier. Le bruit de la détonation fut assourdissant dans la petite pièce close.
Une balle en plein cœur. Madame de Fleury s'effondra comme une poupée désarticulée, lâchant son arme, et le précieux cylindre métallique roula hors de son sac. Le huis clos explosa. La déduction de salon laissa place à la guerre ouverte. Richter se précipita vers le détonateur. Mais Victor, immobile jusque-là, entra en scène. D'un coup de pied circulaire d'une puissance inouïe, il envoya la lourde table de baccarat en bois massif valser directement dans les jambes de l'Allemand. Richter hurla de douleur, ses os craquant sous le choc, et s'écroula au sol, son arme glissant loin de lui. Dans un mouvement fluide et continu, le fantôme ramassa le cylindre de métal précieux qui scintillait sur la moquette, l'empocha et bondit vers Victoria. Il attrapa le bras de l'espionne d'une poigne de fer. De son autre main, il visa l'immense lustre de cristal au-dessus d'eux et vida son chargeur sur l'attache centrale. L'énorme structure de verre s'écrasa sur le sol dans un fracas apocalyptique, pulvérisant des milliers d'éclats mortels sur Richter qui tentait de se relever et plongeant instantanément la pièce dans les ténèbres totales. « Par ici, détective !» hurla Victor par-dessus le vacarme, l'entraînant de force vers la cheminée. Il pressa un mécanisme dissimulé sous le marbre. Le fond de la cheminée pivota dans un grincement de pierre, révélant un passage secret réservé à la fuite des aristocrates de l'ancien temps. Au moment où les portes du salon volaient en éclats sous les coups des gardes de sécurité, Victoria et Victor disparaissaient dans les entrailles du casino. Ce qui nous ramène exactement à cet instant précis. Sur cette route sinueuse et vertigineuse, à flanc de falaise. La décapotable filant à 140 km/h, poursuivie par la Mercedes noire remplie des hommes de main de la Stasi, que Richter a appelé en renfort par radio avant de mourir. Le vent hurle dans les oreilles de Victoria. L'adrénaline efface toute notion de peur. « Freine au prochain virage, Elena !» crie Victor en se levant à moitié sur son siège, le vent plaquant sa chemise maculée de sang contre son torse. « Si je freine, on tombe dans la Méditerranée, Croft !» rétorque-t-elle en rétrogradant violemment, les pneus crissant à la limite de l'adhérence. « Fais-moi confiance !» hurle-t-il, un pied calé sur le tableau de bord, son Beretta rechargé pointé vers le capot de la Mercedes qui les talonne à moins de 2 mètres. C'est ce que je me suis promis de ne plus jamais faire après Venise. Il la regarde, une fraction de seconde. Ce sourire en coin, insupportable, arrogant et mortellement magnétique illumine son visage malgré la fusillade. La confiance, c'est comme la roulette, chérie. Il faut savoir miser sa vie entière sur le rouge. Victoria donne un violent coup de volant, freinant au dernier moment à l'approche de l'épingle à cheveux. La voiture dérape, se mettant en travers de la route. C'est la fraction de seconde que Victor attendait, l'angle parfait. Il tire, 3 coups secs. Une précision chirurgicale en plein mouvement. Les pneus avant de la lourde Mercedes explosent simultanément. Le mastodonte d'acier allemand fait une embardée terrifiante, pulvérise le muret de pierre du parapet et bascule dans le vide sidéral, plongeant vers les récifs noirs de la Méditerranée des dizaines de mètres plus bas. Le silence de la nuit retombe brusquement, seulement troublé par le souffle chaud du moteur de l'Aston Martin. Victoria gare la voiture sur un petit promontoire surplombant la baie de Monaco. Les lumières scintillantes de la principauté brillent au loin, comme un tapis de diamants jeté sur le velours noir de la nuit. La mer ondoie sous la lune. La course est finie, l'heure des comptes a sonné. Victoria se tourne vers Victor. Son arme de service est de nouveau fermement braquée sur la poitrine de l'homme, en smoking.
Ses respirations à tous les deux sont rapides, erratiques. L'air dans l'habitacle est saturé par leur proximité et la violence de ce qu'ils viennent de vivre. Le détonateur, Croft, maintenant, ordonne-t-elle, la voix vibrante. Ton tour de passe-passe est terminé. Je ne te laisserai pas fuir avec. Victor ne bouge pas. Il la dévisage, ses yeux bleus plongeant dans les émeraudes de Victoria. Il lève doucement les mains, en signe de reddition. Puis, avec une lenteur exquise, il plonge 2 doigts dans la poche de sa veste et en sort le petit cylindre d'or et d'acier. Il s'approche d'elle. Son torse frôle le canon de l'arme de Victoria. Elle ne recule pas. Il pose l'objet mortel dans la paume gantée de la jeune femme. « Tu as toujours été brillante pour résoudre les énigmes, Helena, » murmure-t-il d'une voix rauque et presque tendre. « Pour une femme qui voit tous les détails dans une pièce close, tu as curieusement du mal à voir ce qui crève les yeux sous la lumière de la lune. » Il se penche. L'espace entre eux disparaît. Il pose ses lèvres sur les siennes. Ce n'est pas un baiser volé. C'est un baiser violent, passionné, un mélange de poudre à canon, de sel marin et de désir absolu. Victoria ferme les yeux une fraction de seconde, sentant le contact de sa peau chaude, répondant brièvement à l'appel de ce poison délicieux. Lorsqu'elle rouvre les yeux, Victor s'est déjà écarté. Il a ouvert la portière et recule d'un pas vers le bord de la falaise. Victoria fronce les sourcils, soudain confuse par cette reddition trop facile. Elle baisse les yeux sur le détonateur qu'elle serre dans sa main. Elle l'examine à la lueur blafarde du tableau de bord. À la base du cylindre d'acier, une inscription minuscule a été fraîchement gravée à la pointe d'un couteau. « Ceci est un faux, chérie. » Le cœur de Victoria s'arrête de battre. Elle lève la tête, sidérée. « Le vrai détonateur n'a jamais été dans le sac de Madame de Flory !» crie Victor depuis le bord du promontoire, la voix emportée par le vent. « Je l'avais déjà volé à Vasseur, dans les couloirs, bien avant qu'il n'entre dans le salon privé. Je l'avais remplacé par une vulgaire réplique. » Il lui adresse un salut dramatique, 2 doigts sur le front. L'énigme de l'éventail empoisonné était fascinante, détective. Mais ce n'était qu'une distraction pour te tenir occupé. Ma distraction. « Victor !» hurle Victoria en braquant son arme. Mais il se laisse basculer en arrière, dans le vide. Victoria se précipite, s'attendant à voir son corps s'écraser sur les rochers en contrebas. Mais à la place, elle entend le grondement puissant d'un hors-bord caché dans une crique secrète. Le bateau fend déjà l'écume noire vers le large, emportant le fantôme vers de nouveaux horizons. Seul dans la nuit monégasque, le faux cylindre dans une main, son arme inutile dans l'autre. L'espionne éclate d'un rire cristallin, pur et libérateur, qui se perd dans la nuit étoilée. Il l'avait eu, brillamment, absolument. L'arnaque était parfaite. Et au fond d'elle-même, l'adrénaline lui confirmait qu'elle n'en était que plus ravie. La guerre froide était peut-être un cauchemar géopolitique pesant sur le destin des nations. Mais sa guerre à elle, ce jeu du chat et de la souris à l'échelle mondiale, ne faisait que commencer. Victoria Vane rangea son arme, enclencha la première et fit rugir le moteur. Paris l'attendait. Et le fantôme aussi. Fin de la 3e transmission. Si vous avez su repérer le mensonge de l'éventail empoisonné au milieu de ce chaos d'espionnage, bienvenue dans l'élite, mes chers agents. Ne laissez pas le hasard décider de votre survie lors de notre prochaine mission. Abonnez-vous à la chaîne
et activez les notifications. Dites-moi en commentaire si vous aviez deviné l'identité du meurtrier et surtout, si vous auriez succombé au baiser de Victor Croft. D'ici là, faites vos jeux et méfiez-vous des illusions.